Combien de temps vous a-t-il fallu pour privilégier votre personne plutôt que votre roi? Votre Majesté. Épisode 4 de House of the Dragon. On commence à bien avancer et je me disais justement, dans un épisode ça sera la moitié de saison et on dirait que le pari est plutôt bien rempli. Hein. Parce que quand on y pense au début, on se dit ouais, revenir après Game of Thrones, une fin qui a été un peu mitigée, certains la considèrent ratée, en tout cas elle n'a pas fait l'unanimité, elle a peut-être laissé une mauvaise image. Revenir après une série classique qui s'est mal terminée, avec une série qui va traiter que d'une partie de l'univers que traitait Game of Thrones, en sachant que Game of Thrones en plus c'était l'apogée puisque c'était le combat contre les marcheurs blancs. Ça parle de quelque chose qui est plus petit, entre guillemets, puisqu'on parle que des Targaryens, et il n'y aura pas un grand affrontement final contre un méchant incroyable. Mais on s'ennuie pas. La série, elle est cool, c'est bien. Franchement, les épisodes, ils passent vite, on apprend des choses intéressantes. Ça repose pas sur le fanservice de « Ah, j'ai reconnu ça, ça explique ça dans Game of Thrones ». Non, l'époque est assez éloignée. Non, j'aime bien. Franchement, il faut le dire quand c'est bien et qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher. Alors peut-être qu'il y a encore des gens qui vont dire dans les commentaires que c'est un peu abusé ou que c'est trop facile et tout, mais... En vrai, l'essentiel, c'est quoi? C'est que tu regardes la série, tu passes un bon moment. Si on parle de la série, justement, ce que j'ai aimé dans cet épisode plus précisément, c'est la montée crescendo. C'est que t'as pas de scène de bataille, t'as rien, mais t'as une montée quand même. Le début, là, c'est calme. Je dis pas que tu t'ennuies ou quoi, mais ok, c'est tranquille, quoi. Et à la fin, c'est révélation sur révélation, ça t'en balance plein, quoi. Tu sais, il y a un jeu de pouvoir qui est quand même moins fou que dans GOT. Dans GOT, t'avais l'impression que en un épisode, il y a un mec, il pouvait perdre sa famille, toute son armée, tout son argent, perdre la vie en un épisode. Là, tu sens un peu moins ça, même s'il y a des petits, il y a des petits conflits, hein, on va voir ça. Hein. Il y a des petits jeux de pouvoir. Moins impressionnant que dans GOT, mais voilà, la série, elle existe en tant que telle. Franchement, moi, je la compare pas avec GOT. Là, je vous en parle, parce que ça fait quand même partie du même univers, mais quand je la regarde, je me dis pas, ah, GOT, c'était comme ça et tout. C'est le même univers, ça se ressemble, mais c'est assez différent pour qu'elle existe par elle-même. Et dans cette montée crescendo, justement, on le voit dans l'épisode, au début, ça commence, en fait, on comprend que Rhaenyra, elle voit défiler les prétendants. Elle est assez mauvaise dans cette première scène. Moi, elle m'a presque énervé. Je me suis dit, non, c'est pas la Rhaenyra que j'aime bien, ça. On dirait qu'elle est sans cœur, elle est complètement blasée. Bon, ça peut se comprendre, hein. Bon, après, c'est son rôle. Elle va devenir reine, faut qu'elle trouve un mari. Ça va, il y a pire, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est le défilé des prétendants. Bon, on sent bien que les prétendants qu'on nous montre, ils vont pas faire long feu dans la série, on s'en fout d'eux, quoi. C'est vraiment les plus anecdotiques. La scène, elle finit un peu mal, puisqu'il y a une bataille qui se déclenche entre deux prétendants, parce que, voilà, manque de respect, tout ça. Et Rhaenyra, elle s'en fout. Elle dit, allez, c'est bon, on rentre. De toute façon, ça se voit qu'elle voulait rentrer, elle s'en sert comme excuse. On rentre, salut, elle laisse les mecs s'entretuer, elle s'en fout. Il y a Sir Criston qui est avec elle, qui la défend toujours. Et voilà, il y avait un mec, un Baratheon à côté d'elle pour la conseiller. Je sais pas qui c'est, peut-être vous saurez. Et vous pourrez me dire ça. En tout cas, voilà, la scène montre juste que Rhaenyra, elle en a marre. Et ensuite, elle rentre du coup à Port-Réal. Et il y a la fameuse scène avec le bateau et Caraxès qui frôle le bateau. La scène qu'on nous tease depuis plusieurs trailers et tout. Bon, ben voilà, des fois, on te tease des trucs, ça représente rien. Ben là, c'est juste Daemon qui rentre à Port-Réal. Donc, ça représente quand même quelque chose, le retour de Daemon. Mais c'est pas un bateau Targaryen qui est attaqué par un dragon. Voilà, des fois, juste une image. On peut s'emballer, faire des théories, mais il n'y a rien du tout. Donc, Daemon de retour à Port-Réal, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on peut voir Daemon qui arrive dans la salle du trône. Donc on voit que tout le monde est réuni dans la salle du trône, tout le monde parle, tout le monde attend. Il y a des gens, on dirait, ils ont un peu peur du retour de Daemon. En tout cas, ça intéresse tout le monde. Et tu sens que tout le monde fait sa petite théorie. Le roi, il reste impassible. Et Rhaenyra, on sent qu'elle a très envie de voir son oncle. Déjà, dans la scène où elle cherche les prétendants, tu vois qu'elle touche le pendentif que Daemon lui a offert. Ça en dit peut-être long. T'es là, tu cherches un prétendant et tu penses à ton oncle.
Surtout quand tu es une Targaryen, ça porte à inquiétude. Mais en tout cas, tout ce stress, tout ce suspense pour pas grand chose. Parce que Daemon, il arrive, il se met à genoux devant Viserys. Et il lui dit, oui, certes, j'ai une couronne. Certes, on m'a nommé roi des degrés de pierre et tout ça, roi du détroit. Mais je m'en fous, c'est toi le vrai roi. Je t'offre ma couronne, une couronne en toc et mon royaume. Bon, on sent bien que voilà, la couronne, elle a été faite juste pour donner quelque chose. Parce qu'en fait, la couronne, elle représente ce que Daemon est en train de donner à Viserys. C'est un leurre, c'est rien du tout. Parce que Daemon, il s'en fout du roi, d'être roi de là-bas. Et je pense qu'au final, Daemon, il s'en fout d'être roi. Tout court, en vrai, il veut le pouvoir, mais c'est pas fait pour lui. Mais bref, ça va arriver bien après. En tout cas, aucun acte de rébellion de la part de Daemon. Et Otto, tu sens qu'il se méfie. Il se dit non, qu'est-ce qu'il nous joue? Le mec, depuis le début, il casse la tête à tout le monde pour prendre la place de son frère. Là, il a appris quelque chose, il nous a plus ou moins trahi avec Corlys. Corlys qui n'est pas là d'ailleurs, on sait pas trop ce qu'il fait, on verra ça plus tard. Et Daemon, il est là, il se met à genoux. Otto, il est sceptique. Et il a raison de l'être. De toute façon, Otto, c'est pas quelqu'un de stupide, il comprend le jeu de pouvoir. En tout cas, Daemon, Viserys, ils sont réconciliés comme jamais. Il y a une petite fête dans le jardin. Ça se raconte les petites anecdotes, c'est content de se revoir. Ils sont meilleurs potes comme jamais. Ah, tu te rappelles quand on a fait ça? Oh, la jeunesse, trop bien. Bref, tu sens que ça va pas durer. De toute façon, tu sens que quand Viserys il commence à se rapprocher de quelqu'un, il y a toujours un petit conflit. Enfin, avec les membres de sa famille, avec Rhaenyra, c'est pareil. À chaque épisode, ils sont embrouillés au début, et puis à la fin, ils se réconcilient. C'est toujours pareil, c'est très conflictuel leur relation. Il y a un autre duo qui va se réconcilier, c'est Rhaenyra et Alicent. Alicent, tu sens qu'elle est encore en train de faire les démarches pour se réconcilier avec Rhaenyra, et Rhaenyra, elle se sent seule. Et tu te rends compte qu'en fait, Alicent, elle se sent seule. Il y a un petit parallèle entre les deux qui va se faire. Et elles finissent par se reparler et à être vraiment proches et à se dire qu'elles ont besoin l'une de l'autre, tout simplement. Et la scène d'après, t'as Rhaenyra qui va parler avec son oncle, donc il parle toujours en valérien, pour montrer peut-être, je sais pas, qu'ils ont une connexion spéciale, c'est pas n'importe quel Targaryen, parce elle parle pas comme ça avec son père. Mais voilà, tu sens qu'il y a une vraie relation naissante, et il y a peut-être une attirance physique de la part de Rhaenyra vers son oncle, mais je pense que c'est surtout la connexion qu'elle a avec lui. Ils peuvent se parler sincèrement, et il donne l'impression de la comprendre. Si la maison Velaryon devait faire alliance avec les cités libres... Bon. Cette scène du conseil restreint, elle nous apprend deux choses importantes. Déjà, la première chose, c'est que Rhaenyra siège au conseil. Elle est là, elle est assise, elle sert plus le vin. Il était temps. Qui sert le vin? Peut-être Aegon, ou je sais pas, mais normalement, c'est pas censé être un domestique qui sert le vin. Tu vas mettre des membres de la famille royale. Bon, après, c'est peut-être, je sais pas, pour faire semblant d'être humble ou quoi. Bref, ça, c'est la première chose que l'on voit. Rhaenyra siège au conseil. Elle apprend le métier, ça paraît assez logique. Et la deuxième chose, mais c'est que Lord Corlys est toujours un problème. Et en plus d'être un problème, il veut marier sa fille avec un des princes des cités libres. Du coup, ça serait une maison qui s'éloignerait un peu de Westeros et qui pourrait s'associer avec une des cités libres. Et là, ça pourrait devenir inquiétant pour le roi. Surtout que on sait que voilà, Corlys il s'est toujours pas remis de l'affront que le roi lui a fait en refusant de se marier avec sa fille. Donc voilà, la pression vient de plus en plus sur Rhaenyra qui doit se marier avec le fils de Corlys pour rétablir un peu la situation. Après, est-ce que Corlys il va accepter ça comme si de rien n'était? Je pense, parce que ça revient un peu à la même chose pour lui. Il sera quand même le grand-père d'un des héritiers du trône, au final. Donc, pour lui, je pense que ça sera pas une mauvaise chose. Et en plus, pour Rhaenyra, ce sera positif, parce qu'elle aura l'appui d'une grosse maison dans Westeros. Parce qu'on sent bien que les maisons ne la soutiennent pas trop pour qu'elle soit reine. Je pense que tout le monde préférait que ça soit Aegon, le véritable héritier. Donc Rhaenyra qui avait évoqué un peu plus tôt à son oncle que c'était pas une vie de rester enfermé dans un château, alors Daemon en tant qu'oncle bienveillant, il a concocté un plan pour faire visiter la ville à Rhaenyra.
Donc du coup il cache dans sa chambre, enfin il met en évidence dans sa chambre un sac avec des vêtements pour qu'elle puisse passer inaperçue, et il lui donne un plan pour qu'elle puisse fuir sa chambre sans que personne la voie sortir, notamment Sir Criston qui est devant la porte. Donc bon, pas étonnant que Daemon il ait les plans pour sortir un peu partout du château, parce que bon, mais tu sens que quand il était jeune, il a dû faire n'importe quoi un petit peu. Donc forcément, il doit connaître un peu les astuces pour sortir. Donc Rhaenyra sort de sa chambre. Et en fait, à un moment, il y a un plan qui m'a marqué, avant qu'elle puisse rejoindre Daemon et sortir en ville. C'est qu'elle passe devant la tête de Balerion, le dragon qui est dans la crypte. Et en fait, dans la tête de Balerion, tu vois des rats. Et pour moi, c'est vraiment un symbole de ce que sont les Targaryens. C'est en mode, vous avez été dangereux avant. Bon, là, ils le sont encore, parce qu'ils ont quand même encore des dragons et tout, mais ils sont en train de se déchirer, de s'affaiblir. Et vraiment, cette tête, elle représente ça. Vous avez été grand, il fut un temps, mais aujourd'hui, vous avez un peu des parasites qui vous squattent. Vous n'êtes plus vraiment si dangereux que ça, à l'image de Viserys. Et ça va revenir plus tard dans l'épisode d'ailleurs. Donc bref, Rhaenyra se balade en ville avec son oncle, donc forcément elle est émerveillée. T'imagines, t'es jamais sorti, tu découvres tout ça, forcément ça lui en met plein la vue. Bon, mais ça c'est le classique de la princesse qui sort jamais de son château, de sa prison dorée, et qui découvre la vraie vie. Je veux dire, depuis Aladdin avec Jasmine, on a vu ça, donc ça c'est rien de nouveau. Mais c'est cool, elle visite la ville de manière clandestine. Nous, ça nous permet aussi de voir l'activité à Port-Réal, parce que c'est vrai que même si on a 8 saisons de Game of Thrones, on voit surtout la vie des puissants, on voit pas très souvent la vie quotidienne des gens lambda de Port-Réal, donc ça c'est l'occasion. Donc voilà, elle assiste à un spectacle de marionnettes qui, forcément, comme dans tous les spectacles de marionnettes médiévaux, se moque des gens au pouvoir. Donc ça se moque d'elle parce qu'elle comprend que les gens sont plutôt chauds pour voir son petit frère Aegon régner. Tu sens qu'elle le prend pas très bien, que ça la vexe, mais elle reverse ça d'un revers de la main, quoi. Elle s'en fout. Elle dit c'est pas eux qui décideront. Donc là encore, on se dit, putain, Rhaenyra, est-ce qu'à un moment elle va pas devenir vraiment mauvaise quand même, vraiment reine un peu autoritaire, quoi. Ensuite, bon, il y a voilà, la scène où elle doit payer. C'est marrant parce que Daemon il lui dit, bah tu sais, ici on doit payer. Donc elle part en courant pour fuir le marchand à qui elle a volé un petit truc à manger. Et là, en courant, elle tombe sur Sir Erwin, je crois. Et très bizarre, Sir Erwin il la reconnaît du coup. Et elle lui dit non, s'il vous plaît, dites rien. Il dit ok, mais faites attention. Et il repart. C'est assez étonnant. Bon, en même temps, c'est la princesse, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais si jamais ça sort, qu'il a vu et qu'il a rien dit, je pense que le mec peut avoir des problèmes. Et ensuite, cette visite en ville, très amusante, très divertissante, elle va prendre une autre tournure lors de la visite d'un bordel. Parce que forcément, on va le voir, Daemon ramène Rhaenyra dans un bordel. Donc après la visite de la ville, on a la visite du bordel. Et il y a un petit parallèle dans le montage. Un peu un parallèle comme il y avait eu dans l'épisode 1 entre le tournoi des hommes et la reine qui était en train d'accoucher. Et là il y a ce petit montage parallèle aussi. Donc bon, les scènes elles sont moins violentes. En fait, il y a un parallèle avec la soirée de Alicente, parce que le roi envoie une bonne pour la réveiller parce qu'il veut coucher avec elle. Donc on voit vraiment quand elle couche avec le roi qu'elle fait son devoir. Elle fait son devoir pur et dur. Elle regarde le plafond et elle attend que ça passe. Et en parallèle, t'as Rhaenyra qui découvre un peu le bordel et qui est là, elle regarde ça, elle est fascinée. Elle se dit mais c'est quoi tout ça? Ça existe? Je sais même pas si elle avait connaissance d'une telle chose, quoi, parce qu'elle est élevée vraiment dans la pureté totale. Donc, ouais, ce petit parallèle où tu dis, ok, la vie de Rhaenyra, finalement, elle a l'air plus cool. Alicente, vraiment, elle souffre au quotidien et tu l'entends pas se plaindre. Donc, tu dis, en fait, Alicente, elle est intelligente, ça on le savait déjà, mais elle encaisse, quoi. Elle encaisse pour le bien, elle sait où elle doit aller. Et je me demande justement, vu ce qui va se passer dans la suite de l'épisode, ce qu'elle va faire, Alicente. Bref, en tout cas, tout le monde commence à la reconnaître dans le bordel, parce que Daemon il enlève le chapeau de Rhaenyra, et donc ça je me suis dit ouais, c'est pas très malin ça, tout le monde commence à te reconnaître, une princesse dans un bordel, c'est pas fou, quoi. Donc je me dis petite erreur de la part de Daemon. Je verrai après que c'est pas forcément une erreur. En tout cas, on voit beaucoup de scènes de sexe,
Genre là, je voyais certains gens sur internet qui disaient ouais, il y a moins de sexe que dans Game of Thrones. C'est vrai en fait. Maintenant que j'ai vu cette scène, je me rends compte que c'est moins présent. En tout cas, dans les débuts de Game of Thrones, il y en avait beaucoup. Après, ça s'intéressait plus à des enjeux plus grands, mais il y avait quand même beaucoup de sexe. Mais là, il y en avait beaucoup moins. Là, voilà, je sais pas, ceux qui étaient déçus de ça, je pense que vous aurez peut-être votre dose. Et là, je me dis, je commence à me poser la question, c'est quoi le but de Daemon ? Est-ce qu'il est vraiment attiré par Rhaenyra ? Parce qu'on les voit se rapprocher à un moment, il l'emmène dans le coin le plus sombre du bordel. On les voit tous les deux se rapprocher. Bon, ils commencent à s'embrasser, etc. Et à aller un peu plus loin. Donc du coup, moi je me dis, bon, est-ce qu'il est vraiment attiré par Rhaenyra ? Ce qui me semble être le cas. Ou est-ce que, entre guillemets, il veut lui faire perdre le trône en faisant genre qu'elle n'est plus vierge ? Du moins que les gens le pensent en la voyant. Donc j'étais perdu entre ça. Et bon, après il s'arrête. Au moment où ils vont coucher ensemble, Rhaenyra elle est totalement attirée par son oncle. Et au moment où ils doivent coucher ensemble, il s'arrête et il s'en va. Donc est-ce que c'est parce qu'il a des remords, il se dit je veux pas le faire comme ça ? Ou est-ce que c'est parce que son plan est accompli, il se dit bon, tout le monde nous a vus comme ça, et j'ai pas besoin de faire plus parce qu'il veut pas, ou parce qu'il se dit j'ai pas envie d'aller trop loin. Parce que même si son plan c'était juste de faire croire qu'il a couché avec sa nièce, il pouvait aller jusqu'au bout. Il le fait pas parce que peut-être il se dit malgré que je manipule tout le monde, j'ai quand même des sentiments pour elle et j'ai envie de faire les choses bien. En tout cas, on va voir rapidement par la suite que plan ou pas plan, bon, ça, moi je pense que c'est évident que c'était son plan, il a en partie réussi à faire ce qu'il voulait faire. Pardonnez l'heure tardive, monseigneur. Qu'y a-t-il ? On vous apporte un message de la part du Ver Blanc. Donc la pauvre Rhaenyra, là, elle est laissée en plan par Daemon au bordel. Du coup, elle rentre en courant au château. Et au lieu de passer par le passage secret, elle passe devant Sir Criston et tout. Donc voilà, bon, je pense que Rhaenyra, elle a été laissée en plan par Daemon. Elle est encore dans le feu de l'action, peut-être excitée. Il y a Sir Criston qui est là. Il s'était quand même rapproché un petit peu. On voit qu'elle avait de l'affection pour lui. Et que voilà, genre il est présenté comme un mec séduisant dans la série. Donc, elle finit par coucher avec lui. Il essaie de résister un peu, mais ça dure pas très longtemps. Et en parallèle de ça, il y a Otto qui reçoit un message comme quoi Rhaenyra a été aperçue sortant d'un bordel. D'ailleurs, c'est un enfant qui lui ramène. Ça m'a fait un peu, je pense que ça vous a sûrement fait penser à ça, vous aussi, à Lord Varys et ses petits oiseaux. C'est un peu l'ancêtre de ça. Petit orphelin qui vient voir Otto pour lui rapporter ce qu'il a vu. Donc tu vois que Otto a peur de l'annoncer au roi. Moi j'aurais pensé que ça lui aurait fait super plaisir de l'annoncer parce que comme ça décrédibilise Rhaenyra et ça met en avant Aegon. Je pense que c'est ce qu'il veut, enfin je pense. C'est ce que Otto veut. Quand Otto l'annonce au roi, alors ça m'a fait un peu rire. J'ai pas trop... Je me suis dit c'est original quand même. Parce que bon, Viserys il s'énerve, ça peut paraître évident. Et du coup il veut pas... assumer, enfin il veut pas regarder les choses en face et comprendre que sa fille elle a vraiment fait ça, elle était vraiment au bordel avec son oncle et tout ça. Il veut pas regarder les choses en face. Du coup en se voilant la face, c'est bizarre, il devient clairvoyant sur le jeu d'Otto. Il comprend que Otto il veut placer son petit-fils Aegon sur le trône plutôt que Rhaenyra. Donc ça m'a fait rire, je me suis dit ah ok, t'es conscient de tout ça, mais tu le vois clairement en te voilant la face sur un autre sujet. Donc j'ai trouvé ça paradoxal, mais en tout cas voilà, je me suis dit ok, Viserys il voit enfin clair dans le jeu d'Otto. Il y a Alicente qui entend la conversation puisqu'elle était dans la chambre du roi et elle entend ce que son père dit au roi. Du coup elle prévient Rhaenyra en tant qu'amie vraiment pour lui dire on va t'aider, mais elle croit sur parole que son ami a fait ça et que son père dit la vérité. Tu sens qu'au début Rhaenyra elle est mal parce qu'elle pense que Otto les a vus. Mais quand elle comprend que Otto les a fait espionner, elle reprend un peu du poil de la bête, elle reprend de l'assurance, et elle dit non, ton père ment, et elle manipule Alicente en lui disant non, j'ai jamais fait ça, etc. Et elle se dit ok, bon, elle essaie de sauver sa peau, mais quand même, il y a vraiment un mauvais fond dans Rhaenyra qu'on voyait pas au début.
Alors, est-ce que c'est là la situation qui fait qu'on le voit? Parce que dans cet épisode, on le voit quand même, je trouve. Ou est-ce qu'elle va devenir de plus en plus une mauvaise personne? Et ça serait dommage, parce que depuis le début de la série, elle est tellement douce et gentille. C'est vraiment le personnage, t'aimes te référer à ce personnage et tout. Ça fait du bien de voir quelqu'un de bon dans la série. Et ça serait dommage qu'elle devienne un peu une reine tyrannique, quoi. Bon, là, on retrouve Daemon. Voilà, je sais pas trop dans quoi il dort. Je crois que c'était une écurie au début. Après, ça a l'air d'être le repère de Lady Miseria. Sa femme, son ex-femme. Je crois que le mariage n'a pas été prononcé. C'est un peu compliqué. En tout cas, on sent qu'elle s'est un peu émancipée de lui, pour le moment. Elle lui rend plus ou moins service. Bref, je pense qu'elle reviendra plus tard avec un rôle plus important dans la série. En tout cas, ce qui compte là, c'est qu'on voit que Daemon est convoqué par Viserys. Bon, Viserys, forcément, il prend les rumeurs qu'Otto lui a ramenées très au sérieux. Daemon, il contredit pas vraiment la version de Viserys. Il a la gueule de bois, il est au sol. Viserys lui met des coups de pied en lui disant « T'as déshonoré ma fille ». Viserys, c'est quand même, il est énervé. Il y a de quoi, parce que Daemon, en faisant ça, il a détruit Rhaenyra. Et là où on comprend que c'était son plan, c'est que maintenant, le seul moyen de sauver Rhaenyra, c'est de la marier à Daemon, parce que Viserys le dit, plus personne voudra se marier avec Rhaenyra à cause de toi. Et Daemon, il dit, mais moi je suis chaud. Je suis chaud et laisse-moi le trône. Et là, Viserys, encore, il voit clair. Il dit, non, c'est pas la main de ma fille que tu veux, mais c'est mon trône. Bon, ça, il y voit clair. En même temps, on va pas le féliciter parce que ça paraissait assez évident. En tout cas, voilà. Il renvoie Daemon dans le Val et il lui dit, ne reviens plus. Et Daemon, il a pas l'air trop inquiet de ça. On dirait peut-être qu'il savait que ça allait se passer comme ça, que ça fait partie de son plan. Et il a encore un tour à jouer, j'ai l'impression. Ou alors il a juste l'air confiant de lui et il est perdu. Et ensuite, bon, tu vois, Viserys, il a renvoyé son frère, mais il est peiné de tout ça, de cette situation quand même. Il a dit à son frère que il était là pour lui nuire, qu'il comprenait vraiment qu'il avait un cœur noir. Mais il doute quand même de sa fille. Et ça, il en parle avec Alicente. Et Alicente, elle lui dit, non, ta fille, elle m'a juré qu'elle a pas fait ça, donc elle l'a pas fait. Viserys, il y croit pas trop parce qu'il dit, ouais, tu sais, on est le sang du dragon. On n'est pas très pur, on est impétueux quoi qu'il arrive. Mais, voilà, quand même, Alicente, elle défend Rhaenyra. Et elle lui dit, tu sais, ton frère, tu devrais t'en méfier. Il a jamais dit la vérité et tout. Et j'ai l'impression que quand même, Alicente, elle a du poids sur Viserys. Et ça le convainc. Ça le convainc pas forcément que Rhaenyra n'a rien fait avec Daemon, mais ça le convainc de pas faire n'importe quoi, de pas renier Rhaenyra, et de se dire que tout ça fait partie d'un plan. Je continue à valider Rhaenyra. Même si, la vraie chose qu'il aurait dû faire, c'est la déshériter, mettre Aegon, parce que déjà de base, en étant femme, elle est handicapée face à Aegon. Et en plus, maintenant, il y a ces accusations-là. Des fois, il faut savoir reconnaître sa défaite pour éviter de tout perdre. Et je pense que c'est ce que Viserys aurait dû faire là. Jaehaerys t'aurait déshérité. Pour un mensonge? Vous ne m'avez toujours pas demandé ce qui s'était réellement passé. La vérité n'a aucune importance, Rhaenyra. Et comme dans quasiment chaque épisode, peut-être même dans chaque, j'ai plus le souvenir, mais il y a le petit tête-à-tête, Viserys, Rhaenyra, ils finissent par se parler, parce qu'il y a une situation de conflit, mais ils décident de l'arranger quoi qu'il arrive. Quand elle arrive, il rentre pas tout de suite dans le vif du sujet en l'attaquant. Il la joue intelligent. Il lui montre la dague qui a appartenu à Aegon et tu te rends compte que la dague, quand elle est mise dans le feu, ok, bon, il y a la petite prophétie qui apparaît pour rappeler qu'il faudra un roi Targaryen sur le trône de fer pour combattre les marcheurs blancs. Du coup, Viserys, il lui rappelle la mission des Targaryens. Il lui dit que sa mission va au-delà du trône, au-delà du pouvoir. Et ça, je trouve ça beau, entre guillemets, même si en vrai, c'est un peu hypocrite, parce que ça, au quotidien, les Targaryens, ils s'en foutent, ils vivent leur vie dans l'opulence complète, ils aiment avoir le pouvoir et ils en profitent. Même s'il y a cette petite mission derrière, c'est limite, tu dis, est-ce qu'ils y croient vraiment ou est-ce qu'ils se servent pas de ça pour justifier leur présence là et avoir le pouvoir? Moi, c'est comme ça que je le vois, je le trouve un peu hypocrite, mais bon, voilà, il transmet le message, etc. Donc ça, c'est vite mis de côté. Il lui rappelle surtout son erreur. Il lui dit que là, elle lui cause beaucoup de problèmes, qu'il est dans une situation compliquée à cause d'elle, et que
il va pas la déshériter, c'est ce qu'elle croit, mais il lui dit non, je vais pas te déshériter parce que ça diviserait le royaume. Je vois pas en quoi ça diviserait le royaume parce que Rhaenyra, il y a personne qui la soutient en dehors de son père. Si demain son père il dit je veux plus Rhaenyra, je mets Aegon, c'est juste il va se désavouer un peu lui-même et peut-être son ego va dire ah non, ça c'est pas bon, j'avais assumé de fou de mettre Rhaenyra comme reine, je me désavoue un peu et c'est peut-être plus une question d'ego, mais il va jamais diviser le royaume. Le royaume va trop valider si c'est Aegon le roi. Donc ça je comprends pas trop, peut-être les subtilités m'échappent, j'ai jamais été roi, c'est évident, mais moi je valide pas trop en tout cas. En tout cas, il lui dit je vais pas te déshériter, mais par contre, finis de prendre ton temps à regarder tous les prétendants de la terre. Tu vas épouser le fils de Corlys, Laenor, et puis c'est tout. Elle a dit donc d'accord, je dois gérer, c'est moi qui vais devoir résoudre tes problèmes politiques via mon mariage. Il lui rappelle qu'en ce moment c'est elle son problème politique, et c'est vrai, mais c'est elle malgré elle. Parce que c'est lui qui a décidé de mettre une fille comme héritière, et depuis le début c'est un problème. Donc certes là maintenant il y a des rumeurs sur elle, mais ces rumeurs-là elles seraient quasiment arrivées quoi qu'il arrive, par une autre manière ou pour d'autres raisons, parce que les gens y cherchaient tout simplement. Et donc là elle lui rappelle que justement elle est espionnée par Otto, car Otto veut la décrédibiliser pour mettre son fils sur le trône. Et qu'il faut dégager Otto, que elle accepte de se marier avec Laenor, avec de la maison Velaryon, mais qu'il faut dégager Otto parce que Otto c'est comme un vautour qui cherche à prendre le pouvoir et à placer son petit-fils sur le trône. Ce qui est vrai, mais en même temps, Otto, tu sens que c'est pas le pire manipulateur que Westeros a porté, quoi. Tu sens que si Rhaenyra l'avait joué fine, elle avait été réglo, Otto il l'aurait pas assassiné dans la nuit. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais peut-être que la scène d'après va me donner tort. Cette scène, c'est justement Otto qui est convoqué par Viserys. Donc, on a vu plus tôt dans l'épisode que déjà Viserys, il commençait à avoir clair dans le jeu de Otto. Voilà, c'était un peu étonnant, ça sortait de nulle part. Et là, maintenant, Viserys, il voit carrément Otto comme un traître. Alors, il le voit comme un traître depuis quand? Parce qu'il lui faisait confiance et maintenant que sa fille lui a dit Otto est un traître, il se dit oui c'est vrai, c'est un traître. Donc c'était un peu teasé dans l'épisode avant, parce que bon, il lui disait ses 4 vérités entre guillemets, mais là il va aller encore plus loin. Moi ce qui m'étonne un peu, c'est que Viserys accuse Otto d'avoir tué son père pour devenir main du roi. Alors, j'ai pas connaissance du contexte politique de l'époque où Otto a tué Baléon, le père de Viserys. Mais est-ce que c'était sûr que ça allait être Otto qui allait devenir main, puisque c'était juste quelqu'un de la cour du roi? Il allait être propulsé comme ça? Bon, j'en sais rien. Sûrement, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est que Viserys, il a réfléchi à quand en fait? Ça fait combien de temps qu'il est roi, qui fréquente Otto? Et là maintenant il s'est dit c'est vrai que Otto espionne ma fille, peut-être que c'est lui qui a tué mon père. En vrai pourquoi pas, là je chipote. Mais ça m'a paru un peu sorti de nulle part et j'étais là. Ou alors Viserys il a tellement peur de prendre des décisions délicates qu'il faisait semblant de pas voir qu'Otto était responsable du meurtre de son père. En tout cas, est-ce que Otto était vraiment responsable ou pas? Moi, je le sais pas. Est-ce qu'on le saura plus tard? J'en sais rien. En tout cas, Otto n'est plus la main du roi. On voit bien Viserys qui lui retire le symbole. Et ça lui fait mal à Otto. Ça se voit que ça lui fait mal. Est-ce que ça lui fait mal parce qu'il était attaché à cette fonction? Ou est-ce que parce qu'il se dit là, je vais avoir du mal à assurer mon jeu politique. Je vais vraiment être dans la merde, entre guillemets. Donc voilà, en tout cas, Viserys prend conscience de tout, il prend conscience que Otto a utilisé Alicente pour le manipuler, même s'il reconnaît qu'Alicente lui a fait du bien. Donc maintenant, ça va être quoi la relation Alicente-Viserys? Alicente, elle va dire quoi par rapport à son père qui n'est plus la main? Viserys, il va regarder comment Alicente, en sachant qu'elle a été manipulée par son père, est-ce qu'elle va se dire qu'elle était consciente de tout ça? Je sais pas trop. Alicente, elle avait l'air d'être un peu saoulée par son père, car il l'a poussée un peu dans le jeu de manipulation et on sentait qu'elle était pas trop pour, mais ça reste son père, elle a pas totalement désavoué. Donc je pense que ça va générer plein de situations à l'avenir. Et là encore, je me dis que Viserys, il est un peu trop tendre.
Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour s'éviter des problèmes? Simuler un accident à Otto, faire semblant qu'Otto ait un accident et se dire ah merde il est mort, je change de main. Mais le virer comme ça, j'ai l'impression que ça va lui créer plus d'ennemis qu'autre chose, parce que Otto, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire ok je laisse tomber? Non. Est-ce qu'il va pas aller s'allier avec Corlys et tout ça? On sait dans quel univers on est. Là peut-être que Viserys il est en train de savonner sa propre planche, parce que tu te rends compte que certes les Targaryens sont puissants, mais Jaehaerys il savait très bien qu'il fallait pas non plus attirer les foudres pour rien. Donc des fois il faut laisser les autres un peu libres, ou alors il faut les éliminer. Et je pense que là ce qu'il aurait dû faire Viserys c'est clairement ça. Soit éliminer Otto, soit le garder et savoir qu'il peut pas mettre Rhaenyra en tant qu'héritière. Il aurait pas dû la désigner comme héritière aussitôt. Il aurait dû se remarier, faire des enfants et attendre. Dans le cas où il aurait eu encore des filles ou pas d'enfants avec Alicente, il était temps de réfléchir. Mais là, il a réagi trop dans l'urgence et aujourd'hui, il en paie les conséquences. Une tisane, ma princesse. De la part du roi. Elle vous débarrassera de toute conséquence indésirable. Et la petite scène pour conclure. Le grand maître ramène un petit thé à Rhaenyra. Ce qu'on comprend, c'est que c'est un thé... je pense une sorte de thé pour avorter, pas avorter parce qu'elle est pas enceinte, mais peut-être pour prévenir quoi. L'équivalent de la pilule du lendemain de Westeros quoi. Elle comprend pas trop ce que c'est au début. Avec des non-dits, le grand maître lui fait comprendre que voilà ça a mis du temps à être fait parce que si c'est mal fait, il peut avoir des effets secondaires. Et on comprend donc que, bon, il dit que ça vient du roi. Si ça vient vraiment du roi, c'est que Viserys a tout compris. Et il se dit, j'ai compris, je vais faire semblant de te croire. Peu importe, on n'en parle plus. Mais tombe pas enceinte, ça va vraiment nous poser des problèmes. Au moins ça. Donc, je sais pas s'il y aura aussi un petit délire par la suite de faire croire qu'elle est vierge lors de la première fois qu'elle couchera avec son mari. Est-ce qu'ils vont trouver un autre stratagème? Ça va sûrement rentrer dans les problématiques qui arrivent. Mais voilà, en tout cas, soit ça vient de Viserys pour moi, et dans ce cas, ça prouve qu'il a compris les choses. Il n'est pas complètement dupe. Il fait des erreurs, mais il n'est pas stupide. Ou alors ça vient d'Alicente, peut-être, qui veut rendre service à sa meilleure amie belle-fille. Mais voilà, en tout cas, ça, je pense que ça va causer des problèmes aussi par la suite. On va voir Laenor Velaryon quand il va se marier avec Rhaenyra, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, bonne chance à celui qui va se marier avec Rhaenyra parce que il va falloir accepter que lui ne soit que le compagnon de celle qui a le pouvoir. Il ne sera pas vraiment roi décisionnaire. Il va falloir accepter que tout le monde pense qu'elle a déjà couché avec son oncle. Et je pense que Sir Criston, ça va y aller. Ça va être son amant. Donc je pense que vu l'ego des hommes à l'époque, ça va pas être facile de supporter ça. En tout cas, voilà. C'était tout pour cet épisode. Épisode validé comme d'habitude. En plus, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a plein de petites choses qui se passent et je crois qu'on n'est pas encore dans le feu de l'action des trahisons politiques et tout. Contrairement à Game of Thrones où ça allait fort en saison 1. Hein. Là, c'est encore doux. Mais franchement, comme j'ai dit, hein, c'est pas ennuyant. C'est cool. Ça se laisse regarder. L'épisode, il passe vite. Et c'est super intéressant d'en parler. Donc voilà, vous connaissez, on se retrouve un autre jour pour parler d'autres choses et en attendant, à plus tard.